Gaston! 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 Il est de retour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club. Aujourd'hui, on va parler BD franco-belge. Mais si tu es plutôt lecteur de comics, reste parce que le débat sous-jacent au retour de ce personnage peut être intéressant pour les lecteurs de comics qui vont pouvoir donner leur avis aussi dans les commentaires. Si tu es fan de BD franco-belge, c'est sûr, le débat qui va en découler, enfin le débat, l'échange d'opinions que je vais vous partager là maintenant, il est assez récurrent ces dernières années, je trouve, et peut être intéressant. Et aussi, si vous êtes fan du personnage dont on va parler, c'est important d'avoir votre avis, parce qu'aujourd'hui, on va parler du retour de Gaston Lagaffe. Hein, c'est le tome 22, ça s'appelle Le Retour de Lagaffe. C'est maintenant sous les ordres de Laffe, sous la création de Laffe, mais il est bien noté d'après Franquin, comme ça se fait beaucoup actuellement. Alors, tout d'abord, mon avis et où je me situe dans Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe, c'est un personnage qui a bercé mon enfance sans être au centre de mes lectures d'enfance. Hein. Je m'explique un petit peu, ça fait partie de toutes ces BD à courte histoire comme le petit Spirou, comme Cédric, tous ces personnages-là qui finalement apparaissent dans des magazines, dans des Spirou magazines, des choses comme ça. Moi, je repense à une époque où j'en ai parlé du petit diabotin, la Nelson, qui apparaissait dans des magazines. Et donc, on lisait ça, des petites histoires de ces personnages-là, ces courtes blagues, ces courtes histoires finalement en un sketch d'une page. Hein. Voilà, donc c'était là, mais c'est vrai que je n'ai pas énormément, par exemple, de Gaston Lagaffe chez moi. Je pense que les quelques tomes que j'ai sont d'ailleurs peut-être encore chez mes parents. C'est des tomes qu'on m'offrait ou des tomes que j'ai lus à la bibliothèque sur le coup. Hein. Et donc voilà, où j'en suis moins que Gaston. Alors, sur ma lecture-là, est-ce que j'ai retrouvé la couleur de Gaston Lagaffe? Mais d'abord, dans le dessin, que ce soit avec cette couverture, où vous voyez, hop, je vous montre juste ici, pour moi, dans le trait, c'est du Gaston Lagaffe tel que je m'en rappelais. Peut-être que maintenant, si je prends un ancien Gaston et puis un nouveau, là, peut-être que je vais me rendre compte. Dans les blagues, ça reste, pour moi, ça m'a fait rire. J'ai passé un chouette moment, j'ai retrouvé de l'humour à la Gaston. C'est très drôle parce que ça reste ancré dans l'époque Franquin. C'est-à-dire que ce n'est pas un Gaston Lagaffe qui se passe en 2023. Il rappelle par exemple d'une blague sur l'iPhone, mais en fait on comprend que ce seraient les prémices de l'iPhone à la Gaston Lagaffe, mais que l'iPhone n'existe pas encore dans l'univers de Gaston Lagaffe. Vous voyez ? La seule particularité, et j'ai l'impression que c'est l'innovation là de Laffe, c'est que les dernières planches, c'est à chaque fois une histoire courte, un sketch à la Gaston Lagaffe, mais elles sont imbriquées à la suite l'une de l'autre pour former une micro-histoire sur les 5-6 dernières planches, je dirais. Un peu comme Spirou. Le petit Spirou commence à chaque fois par une histoire qui tient en plusieurs planches, qui parle généralement d'un personnage, de sa grand-mère, de son grand-père, de manière un peu plus étoffée. Mais là, j'ai l'impression que dans la Gaffe, c'est la première fois qu'on voit ça. Voilà mon avis. J'ai passé un chouette moment, mais, dans ce chouette moment, à planer quand même, essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu porter problème aux ayants droit de Franquin. Car oui, en effet, cette BD aurait pu ne jamais sortir. Ce 22e tome aurait pu rester au placard, car les ayants droit de Franquin n'étaient pas d'accord, il y a eu des dissensions, etc. Donc voilà. Et il y aura sûrement la critique. Je n'ai pas encore vu la critique des fans de Gaston de la première heure. Là, d'ailleurs, si vous êtes là, en commentaire, expliquez-nous votre avis. Est-ce que pour vous, c'est réussi? Est-ce que pour vous, c'est complètement à côté de la plaque? Est-ce que vous ne reconnaissez pas votre héros préféré? N'hésitez pas en commentaire à partager tout ça. Mais en tout cas, là,
moi, j'aimerais lancer dans une discussion ici de commentaires votre avis sur ces grands héros de BD franco-belges qui sont repris et les débats que ça amène. Parce que, je vous avoue que les lecteurs de comics pourront vous le dire, dans les comics, sa particularité, c'est que par exemple, un Spider-Man, un Batman n'appartient pas à son auteur, mais à sa maison d'édition. C'est-à-dire que Spider-Man appartient à Marvel, Batman appartient à DC Comics, et finalement, les créateurs de ces personnages n'ont aucun droit sur leurs personnages, ça appartient à la maison d'édition. Dans la BD franco-belge, c'est pas le cas. Et il me semble, hein, vous, pouvez, vous pouvez me dire l'inverse, mais que l'auteur est encore a en son possession le fruit de ses travaux est encore, euh, encore le droit intellectuel sur sa création. D'ailleurs, Lucky Luke a très souvent, par exemple, changé de maison d'édition. Et donc, ça m'a amené à cette réflexion-là de parce que, comme je vous dis, nous, lecteurs de comics, du coup, il y a des runs et il y a un nouveau scénariste et un nouveau dessinateur à quasiment chaque run. Donc, je vous avoue que moi, lecteur de comics, ça ne me choque pas. Du moment, en effet, alors, dans le comics, c'est un petit peu trop fort le côté où t'as plus la mainmise et tu n'as plus aucun droit d'auteur sur ta création, tu ne touches plus rien. Je comprends bien que là, dans la BD franco-belge, c'est cool. Et d'ailleurs, c'est peut-être simplement un souci financier, etc., qui a un droit de regard sur l'œuvre. Mais de là à bannir cette pratique, je pense pas que c'est bon. Et ça commence à se multiplier. Hein. On a eu récemment le Astérix. Astérix qui est passé à partir d'Astérix, c'est les Pics. On avait Jean-Yves Ferry et Didier Conrad au scénario. Hein. Ça pour, que je ne bêtise, les Pictes, le Papyrus de César, la Transitalique, la Fuite vers Saint-Gétorix, Astérix et les Vikings, donc 5 numéros, si je ne vous dis pas de bêtises, 5 tomes. Et puis ici, ben, l'iris blanc, Astérix c'est le Griffon, pas les Vikings. Et l'iris blanc, ben, c'est passé, maintenant c'est Fab Caro, hein, ça vient de sortir aussi, et toujours Didier Conrad au dessin. Là, c'est respectueux du dessin, hein, j'en avais déjà parlé. Pour moi, c'est respectueux de l'ambiance, même si, en discutant avec mon père, il me dit que sur l'iris blanc, lui, ce qui le dérange, c'est qu'il trouve que l'humour est trop recherché, au perché et ciblé sur un thème pour pouvoir le savourer comme on pouvait savourer les autres tomes sans avoir une culture générale de fou. Et là, ça m'a ramené de ah ouais, c'est vrai. Là, moi, c'est vrai que quand on va aborder les différents thèmes, quand j'avais vu les thèmes qui allaient être abordés, il y a quelques termes que j'avais été voir sur Internet pour être bien au courant. Et donc, forcément, quand je suis arrivé, je savais de quoi ça parlait. Quand on ne cible, quand on ne connaît pas le principe, ça dérangeait un petit peu. Mais voilà, je trouvais ça réussi. Ça, au niveau du trait, c'est quand même assez. J'en avais déjà montré, mais je trouve que le trait est respecté. Donc, dès le moment où ce trait est aussi assez respecté, qu'on est assez en phase avec ce qui se faisait, quand c'est finalement donné à des gens qui maîtrisent le sujet, pourquoi pas? Je sais qu'Is No Good, c'est la même chose. Hein. Is No Good, de Goscinny et Tabary, ben ici, ben, j'ai rencontré Olivier Andrieux lors de Valambule, hein, et c'est des dessins d'Elric. Là aussi, alors, je n'ai pas encore lu ce Is No Good, mais au niveau du dessin, on retrouve quand même l'ambiance, etc. Au niveau du scénario, je ne sais pas, je vous dis, je ne l'ai pas encore lu. Et donc, pourquoi je vous parle de celui-là? Parce qu'en discutant donc, avec Monsieur Olivier Andrieux, je lui posais la question, est-ce que c'est vraiment les anciens lecteurs qui reviennent? Et il me dit, mais non, je rencontre plein de jeunes lecteurs, de nouveaux lecteurs d'Is No Good, et qui iront peut-être lire les anciens par la suite. Mais en tout cas, il y a un nouveau public qui est là. Et je me dis, tiens, encore une fois, pourquoi
Pourquoi, si c'est respectueux, si tout va bien, euh, si le matériel d'origine est respecté, pourquoi, pourquoi ne pas se permettre de faire ça? Et apparemment, ça amène des nouveaux lecteurs. Clairement, clairement. Euh, ça s'est fait aussi, alors je vous l'ai mis où? Là, hop, Lucky depuis un petit temps, d'après Maurice, mais c'est passé ici chez Agdé et Gérard au début. Hein, ici, peut-être que même scénario, mais c'est ça, au dessin c'est Agdé, au scénario c'était Laurent Gérard, et je pense que ça a changé après de scénariste encore d'après les livres. Là aussi, c'était très réussi avec un humour peut-être un peu plus d'époque, des jeux de mots vraiment d'époque dans celui-là, mais c'est respectueux. Donc, est-ce que ça vous pose un souci? Et là, derrière, pour moi, attention, être respectueux de matériel d'origine, ce n'est pas faire un copier-coller. Hein. C'est juste faire attention. Je reprends les Astérix. À un moment donné, j'hésite toujours. Hein. Si je dis pas de bêtises, c'est Astérix, c'est Uderzo qui était au dessin, ouais. Euh, Quand il s'est retrouvé tout seul, au début, ça a été, et puis après, la rose et le glaive, c'est quand même du grand n'importe quoi. C'est même plus du respect, pour moi, du personnage. La personne qui est en train d'écrire alors qu'elle fait partie de l'équipe ne respectait plus le matériel d'origine, ou du moins nettement moins que la nouvelle équipe créative. Alors là, qu'est-ce qu'on dit? On n'a jamais rien dit à ce gars-là. Si, on en a plus sorti, sûrement en raison, mais voilà un exemple typique. Et puis, en allant chercher plus loin, parce que là, je reprends Franquin, les ayants droit. Comment ça se fait? Comment ça se fait? On a un autre personnage de Franquin super connu, Spirou. Et comment ça se fait que très vite dans les Spirou, on a eu d'autres équipes? Là, j'ai pris le tout dernier Spirou sorti par Habitant, Guérive et Schwartz. Comment ça se fait que là, ça n'a pas posé de problème? Ou finalement, Spirou, il a des runs d'auteurs et de dessinateurs. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on a des groupes de personnages qui reviennent sur plusieurs numéros. J'ai en mémoire, comment ça s'appelait ça encore? Euh, oh, je ne vais plus le retrouver là sur le euh, avec cette équipe d'un peu d'agents secrets, etc. Ou l'arrivée de Zorglub, il y a des personnages des auteurs qui ont largement utilisé les groupes de Zorglub, mais il y avait cette équipe-là à un moment donné où il y avait ce petit monsieur d'origine asiatique là, avec sa petite barbe. Je n'ai plus comme ça sur lequel c'était, mais, euh, mais voilà, c'était au moment non, c'était plus. J'ai cru qu'il y avait un nom qui était dedans. De mémoire, je ne l'ai plus. Mais voilà. Mais voilà, clairement, à un moment donné, on a vraiment sur Spirou des runs. Des runs entiers, un peu à la manière comique, de 3, 4, 5 tomes avec la même équipe créative. Et à l'époque, ça n'a pas choqué Franquin au final. Alors pourquoi là maintenant sur ce Gaston, surtout en lisant ce que j'ai lu là, je ne comprends pas pourquoi ça a posé problème. Ou bien alors à côté, il fallait recréer ça. Alors ça existe dans les Lucky Luke aussi, mais ce sont les Spirou d'après un auteur. Ici, c'était d'après Tarin et Nerdart. Spirou chez les Soviets. Alors là, on peut aller un peu plus loin, on a des choses un peu plus adultes. Celui-là, j'avais repris parce qu'il était très rétro dans le dessin, mais il y a des trucs qui sont hyper futuristes, hyper stylés, hyper graphiques, où ça ne ressemble même plus graphiquement à Spirou. Même Spirou a évolué dans son dessin. Les tuniques bleues ont évolué dans leur dessin. Covin décédé, il y a eu un épisode entre deux par une autre équipe créative que j'ai plus là en tête. J'ai pas les tuniques bleues chez moi, j'ai les ai lus dans le journal de Spirou. Et puis, c'est même cet épisode qui devait arriver après le dernier de Covin. Et puis, Covin a mis tellement de temps qu'il s'est inséré avant et les numéros, comme ça, sont intervertis. Voilà. Autre dernière ici, je vous en ai parlé à maintes reprises, mais le marsupilami de Franquin. Attendez, ça qui est génial, hein. La bête de Franck P, Gidrou et Franck P. Mais attendez, c'est c'est totalement autre chose. Hein. Je vous remontre un petit coup, mais vous voyez, là on est.
on est très loin. J'aimerais bien vous retrouver une photo avec le marsupilami. Vous voyez, c'est un marsupilami qui n'a rien à voir avec le marsupilami qu'on connaît. Et donc, je ne comprends pas pourquoi ça fait tant de bruit, tant de problèmes, dès le moment où, pour moi, c'est respecter le matériel d'origine. Je ne comprends vraiment pas. Alors, est-ce que vous, ça vous choque? Quelles sont vos limites? Est-ce que là-dedans, il y a à un moment donné des choses que je vous ai présentées où vous dites non, pas du tout, c'est pas du tout du, du Astérix, c'est pas du tout du Lucky Luke, c'est pas du tout du Marsupilami. Hein, le Marsupilami, là, il est vraiment différent, je le conçois. Mais voilà, est-ce que vous comprenez qu'on ait pu mettre, même si vous l'avez lu, à un moment donné, son veto là-dessus? Moi, c'est ça. Hein. C'est si c'était sorti et qu'à un moment donné, je vous dis oui, je ne comprends pas, mais là, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas interdit de sortir ça. Mais là, par rapport à ce que j'ai lu, je ne comprends pas pourquoi on aurait mis un frein à ça. Et pourquoi on ne pourrait pas se permettre de reprendre les personnages pour les faire revivre, hein, parce que ce n'est pas des histoires qui ont une fin. Ça aussi, je veux bien comprendre, hein, quelque chose qui se termine en quelques tomes. Je prends Noir Burlesque. Noir Burlesque, c'est une histoire en 2 tomes. Il y a un début, un milieu et une fin sur les 2 tomes. C'est débile d'aller faire un Noir Burlesque 3. Vous voyez, il y a RIP dans le comics, pour les lecteurs de comics, en 6 tomes. Mais oui, c'est débile d'aller rajouter des tomes. Même les créateurs du projet, non. Mais là, il n'y a pas un début, un milieu, une fin de l'histoire, de la vie d'un héros. Donc pourquoi s'ennuie aussi? Il y a Ricochet aussi, comme ça, qui a une relance, mais je ne suis pas le premier Ricochet là. Mais, euh, mais voilà, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas faire revivre, surtout, quand je vous dis qu'on entend que ça fait revenir des nouveaux lecteurs dans la BD, qui découvrent ces personnages, qui iront sûrement regrignoter par la suite les anciens personnages, les anciennes histoires de leurs personnages qui sont devenus des personnages préférés. Et voilà, je comprends bien que de temps en temps, c'est pas parce que c'est repris que ça doit tout le temps être excellent. Astérix et la Transitalique, j'ai trouvé ça un peu bof. Mais de manière générale, je trouve que la nouvelle équipe fait mieux que l'après Rose et le Grève là-dedans. Avec tous ces épisodes, j'en ai pas déjà parlé, hein, tous ces épisodes qui sont un peu à côté de la plaque, il n'y a pas toujours eu, même dans Spirou, des runs, comme dit Spirou, hein, des moments où c'était un peu plus bof. J'ai un peu moins aimé. Mais ça reste du Spirou. Mais j'ai moins aimé. Ça reste plausible, hein. C'est pas tout le temps, tous nos auteurs préférés n'ont pas toujours fait des choses extraordinaires, bien au contraire. Et donc, voilà, j'avais envie de vous partager ce petit avis sur la reprise de nos personnages de BD franco-belges préférés. Les lecteurs de comics, n'hésitez pas à en débattre. Hein. Il y a plein de choses sûrement à dire, plein de choses dont je n'ai pas parlé. Même chose, si dans les créateurs de contenu YouTube là qui tombaient sur ma vidéo, hein, parce que j'ai eu la chance d'apprendre que de temps en temps, on se participe à une ou l'autre vidéo, que je discute sur Instagram, d'avoir des, des créateurs de contenu comics et BD qui me disent non, mais je regarde tes vidéos quand elles tombent et quand je sais les regarder. Ah bon, m'attendez pas à ce que de temps en temps, des gens qui ont des fois des dizaines de milliers d'abonnés tombent sur ma chaîne et regardent ce que je raconte. Hein, ça fait chaud au cœur, hein, finalement, d'être un peu tout doucement connu, mais ça c'est grâce à vous. Donc si vous avez une scène un peu plus connue, vous voulez qu'à un moment donné on s'organise un genre de live ou d'émission préenregistrée où on débat de ça, on débat de ce phénomène qui est accepté pleinement en comics, qui est moins accepté en BD franco-belge, et on est là aussi pour ça et on peut échanger et étoffer cette discussion, ces avis, etc. Même chose, si vous voulez donner votre avis en réponse, n'hésitez pas. Mettez un petit arrobase Club derrière. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci avec ça, c'est fait pour être utilisé. Voilà, voilà, voilà. La fois prochaine, de quoi on va parler? Alors, soit il va y avoir une grosse review des différentes lectures, parce que c'est tout le temps le Batman Joker Deadly Duo de Silvestri qui est là. C'est aussi Batman
Killing Time qui est là. Je viens de terminer Arrow Smith, chez Delcourt, qui est vraiment très sympa. À mon avis, ça, je vais vous en parler dans une vidéo dédiée parce que c'est très très sympa. On se retrouve de toute façon bientôt pour un prochain Read Club. Merci encore une fois pour ceux qui partagent, à ceux qui likent et ceux qui viennent de s'abonner. Bienvenue, ici c'est le Read Club. Aujourd'hui, on a parlé franco-belge. On parle un tout petit peu manga, on parle pas mal de comics, de BD américaines. On se dit à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!